Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a deux histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à s'y démerder, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si! Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune
aucune remarque spéciale à faire, à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct, et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé, et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain yeah, je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check c'est la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire
s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit, ne regardez pas. À bientôt tout le monde, bonne nuit. Tout de suite avec la première histoire, celle de Lisa. C'est un heureux événement autour de Lisa puisque c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, elle fête ses 20 ans. Évidemment, elle veut organiser une petite fête pour célébrer ça, sauf qu'elle vit chez sa mère, elle a pas envie de foutre le bordel dans l'appart de sa mère, donc elle fait le petit classico Airbnb à la campagne pour aller faire la fête tranquille sans importuner des voisins. Malheureusement, le jour J, il faut aller récupérer les clés, sauf que la pote de Lisa est très en retard, donc c'est Lisa elle-même qui va au gîte récupérer les clés avec la mère de sa pote. Déjà, ce fameux jour, avant d'atteindre la maison, Lisa elle galère, c'est-à-dire que c'est vraiment une maison, tu peux pas faire plus isolée. Elle est paumée entre des vignes, en plus c'est une zone où il y a du brouillard, enfin ça fait vraiment film d'horreur. En arrivant sur place, la proprio lui fait une petite présentation des lieux, et la maison est très grande, il y a 3 chambres à l'étage et une chambre au rez-de-chaussée. L'état des lieux est terminé, Lisa se met au travail, elle commence à préparer la maison, à la décorer, à mettre en place des petits trucs à grignoter, parce que je vous rappelle que le soir il va y avoir une énorme fête dans cette maison. Non. Quelques heures plus tard, la pote de Lisa arrive et elle devait arriver avec plein d'invités, tu sais, un peu en mode soirée américaine. Elle arrive avec une seule amie et malheureusement tous les autres invités ont décommandé. Petite clim, l'ambiance n'est pas ce qu'elle aurait dû être, mais bon quand même, une maison de campagne, à 3, c'est quand même le kiff. Ça met de la musique à fond, ça se sert des petits verres, ça fume des trucs, et donc Lisa et ses 2 amis décident d'ouvrir une fenêtre. Mais elle laisse quand même le volet à moitié fermé, elle laisse le crochet du volet. Le temps passe et nos 3 amis ont très faim. Malheureusement la maison est vachement isolée, donc il n'y a aucun livreur qui vient jusqu'ici. Donc les 2 copines de Lisa décident d'aller au KFC, ce qui arrange fortement Lisa, étant donné qu'elle avait pas envie de bouger de la maison puisqu'elle se sent pas très bien, elle a mal au crâne, il y a peut-être un truc qu'elle a fumé qui réagit mal dans son corps. Lisa est donc seule dans la maison et elle décide d'aller au premier étage se démaquiller dans l'une des salles de bain des chambres. Pendant qu'elle se démaquille, elle entend du bruit venir du rez-de-chaussée. Comme ses 2 amies viennent de partir, elle se dit qu'elles ont oublié un truc, genre les clés de la voiture ou de l'argent pour payer le KFC, et que donc elles ont juste rouvert la porte pour prendre un truc et qu'elles vont repartir. Mais quand elle les appelle, pas de réponse. Alors là, elle se dit, bon, il y a dû avoir un courant d'air, du bruit, et en fait, c'était pas mes potes, elles sont bel et bien parties, elles ont rien oublié au rez-de-chaussée. Lisa finit de se démaquiller, puis elle descend au rez-de-chaussée, et avant de se poser, elle décide de ranger un peu, parce que c'est quand même pas mal le bordel, et elle réalise que il fait froid, bordel. Et qu'en fait, elles ont laissé la fenêtre ouverte depuis tout ce temps, sauf qu'on est fin novembre, ça caille. Elle s'approche donc de la fenêtre pour la fermer, et là, elle voit que le crochet du volet a sauté. Ça lui met un petit coup de pression et elle se dit bon, je suis fatiguée et surtout j'ai fumé, donc ça se trouve je suis en train de me faire des idées, d'imaginer des trucs. Dans le doute, elle envoie un message à ses copines pour leur dire de se dépêcher et elle commence à inspecter la maison pièce par pièce pour être sûre qu'il y a personne. Elle est en plein bad en fait, elle a fumé, elle bad et elle se rend compte que malheureusement le message qu'elle a envoyé à ses copines pour leur dire de se dépêcher n'est jamais parti puisque la maison est très isolée et qu'il y a très peu de réseau. Elle inspecte donc toutes les pièces une à une, bon pas chaque recoin mais elle ouvre toutes les portes, elle regarde globalement et bonne nouvelle, il y a personne. En arrivant dans sa chambre, elle constate que ses affaires sont en bordel. Parmi ses affaires se trouve un déodorant et elle explique qu'elle a un petit toc, elle peut pas s'empêcher quand elle voit son déo d'en mettre. Peut-être que certains se reconnaissent parmi vous dans cet acte, on vous juge pas, c'est promis. Lisa éteint la lumière de sa chambre, elle s'allonge dans son lit et elle se dit bon, je vais me faire une petite sieste le temps que mes 2 potes reviennent. Problème, elle arrive pas à s'endormir. Et après plusieurs minutes dans cette situation, elle entend des bruits qui viennent cette fois de sous son lit. Et ces bruits, c'est un peu comme si quelqu'un tapait légèrement contre le sommier du lit pour voir si ça la fait réagir. En entendant ces bruits, Lisa évidemment est complètement tétanisée dans son lit, elle sait pas quoi faire et elle comprend que c'est du sérieux, que c'est pas normal du tout. Et puis après plusieurs secondes, qui lui paraissent évidemment une éternité, elle sent le matelas qui se baisse de son côté, comme si quelqu'un appuyait sur le matelas de son côté. À ce moment-là, Lisa elle se dit que c'est terminé, qu'il va lui arriver une dinguerie, que c'est fini. Pendant que son esprit est tétanisé, son corps lui vient en fait de saisir le déodorant qui était à portée de main sur le sol. Et pendant qu'elle continue à faire semblant de dormir et qu'elle a le déo dans la main, elle sent un souffle chaud sur sa nuque. C'en est trop pour Lisa, c'est l'élément déclencheur, et elle asperge le visage de cette personne de déodorant. Et puis elle court dans la salle de bain du rez-de-chaussée et elle s'enferme à l'intérieur. Rapidement, le mec tambourine la porte, il crie, il lui hurle dessus. Lisa est terrorisée et surtout elle a les yeux rivés sur le verrou de la porte qui est tout petit. Elle sait qu'à un moment ou à un autre, ce verrou va lâcher et avant même qu'elle choisisse quoi faire, son corps se précipite vers la fenêtre de la salle de bain et elle s'échappe de la maison par cet endroit. Une fois dehors, Lisa, elle entend toujours le mec gueuler dans la maison et évidemment, elle sprint aussi fort qu'elle
qu'elle le peut. Après plusieurs dizaines de secondes de sprint, Lisa tombe enfin sur une maison. Malheureusement, toutes les pièces sont éteintes et il semble y avoir personne dans la maison. Lisa sprint depuis déjà un moment, elle commence à avoir plus de souffle, elle pourra pas sprinter éternellement et donc il lui reste une seule option, c'est se cacher. Et c'est ce qu'elle va faire dans le bac à compost de la maison. C'est des bacs qui sont en extérieur et dans lesquels on met tous ces détritus, genre ces épluchures de fruits, etc. Donc c'est globalement un truc qui pue, mais c'est un truc fermé. Et Lisa se dit, bon bah c'est ma meilleure chance. Elle rentre dedans, elle ferme derrière elle et elle a deux réflexes incroyables. Le premier, c'est qu'elle met la luminosité de son téléphone au minimum pour qu'il lui reste le plus possible de batterie. Le deuxième, c'est qu'elle met son téléphone en silencieux. Et aussi, enfin une bonne nouvelle, Lisa voit que à ce nouvel endroit, elle a 2 barres de réseau. Elle peut donc appeler ou envoyer des messages. Mais au moment où elle veut appeler la police, elle entend le mec qui l'a suivi à travers la vigne et qui se trouve maintenant à quelques mètres seulement du bac à compost et de la maison. À ce moment-là, elle se dit, bon bah, je suis morte. Il y a pas 1000 cachettes ici, il y a une maison fermée, il y a juste un bac à compost à côté. Faut pas être un génie pour aller voir dans le bac à compost. Elle se dit ça et en même temps, elle se souvient d'un numéro. Elle se souvient du 114. C'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants. C'est-à-dire que c'est un numéro où tu ne parles pas au téléphone et personne te parle. Ça se passe que à l'écrit. Donc ça fait aucun bruit. Il y a tout de suite un opérateur qui lui répond et lui explique ce qui se passe. Et puis l'opérateur lui dit, les secours sont en route, ils vont arriver d'ici 5 minutes. Sois la plus discrète possible. Il y a plus grand chose à faire. Lisa verrouille son téléphone et elle attend. Et puis après plusieurs minutes, elle entend enfin des sirènes au loin. Lisa se fait toute petite dans le bac à compost, elle entend des bruits de pas qui s'intensifient, puis elle entend les policiers faire des sommations, et puis un gendarme finit par ouvrir la trappe du bac, à la trouver et à lui dire « c'est bon, t'es en sécurité, c'est fini ». Et c'est qu'à ce moment-là que Lisa retrouve l'usage de la parole, elle fond en larmes, elle évacue toute la pression qu'elle vient de se prendre, et elle réalise aussi ce qui vient de se passer. Alors comment ce mec a trouvé cette maison et s'est rendu là et a fait tout ça? Et ben en fait c'était pas un inconnu, c'était tout simplement le fils du propriétaire de la maison. Et que donc il connaissait parfaitement la maison puisqu'il y a vécu pendant des années et qu'il savait aussi qu'il y avait des meufs de 20 ans qui allaient venir fêter un anniv ce week-end-là dans la maison. Et pour ne rien arranger, il a déjà dans le passé été accusé et condamné pour viol et agression sexuelle. Sachez que Lisa est française donc peut-être qu'elle regardera cette vidéo, donc Lisa je suis ravi qu'il te soit rien arrivé, t'as vraiment assuré, t'as eu plein de réflexes incroyables, le déodorant, la salle de bain, la fenêtre, tu peux être fier de toi. Bon, passons à une autre histoire qui a rien à voir, là ça m'a mis le bad, cette histoire elle est badante aussi mais c'est très différent et c'est une histoire paranormale. C'est l'été, il fait beau, Sacha est en vacances et il décide avec ses parents d'aller rendre visite à sa sœur qui habite à l'autre bout du pays. Ils arrivent à destination le soir, en arrivant ils se font un bon dîner, ils discutent, ils rigolent, mais les 12 heures de route sont là et donc Sacha et sa famille sont fatigués donc tout le monde va se coucher. Ses parents vont dormir dans la chambre de sa sœur et sa sœur va dormir avec son neveu dans une autre chambre. Donc Sacha n'a plus qu'une option, c'est de dormir sur le canapé du salon. Évidemment, comme n'importe quelle personne de 13 ans, il est dans le canapé, devant le canapé, il y a une télé, donc qu'est-ce qu'il fait au lieu de dormir? Il regarde des trucs. Et rapidement, il est 4h du matin et Sacha réalise que il va être très fatigué le lendemain puisqu'ils ont prévu une journée avec pas mal d'activités et qu'il serait peut-être temps de dormir. Il éteint la télé, il essaie de dormir, mais au bout d'une heure, il ne dort toujours pas, il fait une petite insomnie. Pour faire passer le temps, il décide de sortir des albums de photos de famille et de les feuilleter. Rapidement, le jour se lève, la lumière commence à illuminer tout le salon. Vers 8h du matin, Sacha enfin entend une porte s'ouvrir dans le couloir et il se dit « Ah, je vais pouvoir prendre mon petit déj ». À ce moment-là, lui, il a fini de feuilleter les albums de photos de famille, donc il est allongé tranquillement dans le canapé. Il entend la personne s'approcher de la table sur laquelle se trouvent toutes les photos de famille et y réagir. Sauf que ces photos, c'est des photos de famille qui regardent à chaque fois qu'ils se voient depuis des années, donc tout le monde les connaît, il n'y a pas de surprise quand tu les vois normalement. Sacha est toujours allongé dans le canapé, il voit toujours pas la personne qui est dans le salon avec lui, mais il lui parle et il part du principe que c'est sa mère. Il lui dit donc « Salut maman, est-ce que t'as bien dormi ?» Mais malheureusement, aucune réponse. Donc il se dit, ah ça doit être ma sœur, il lui fait une petite blague, il lui dit, hey salut sœurette, alors tu vas préparer quoi de beau au petit déjeuner pour ton petit frère? Et encore une fois, aucune réponse. Qui que ce soit, la personne se déplace à nouveau et Sacha est maintenant en mesure de la voir. Et là, mauvaise surprise. La personne se met de nouveau en mouvement, cette fois elle se dirige vers le couloir et Sacha aperçoit enfin son visage. Son visage est un hybride parfait entre le visage de sa mère et le visage de sa sœur. Sacha, il croit faire un arrêt cardiaque en voyant ça, il se dit mais qui est cette personne? Il précise que carrément il s'est pincé hyper fort pour vérifier que c'était pas un cauchemar, qu'il s'était pas endormi sans s'en rendre compte. Et en plissant les yeux, il la voit de nouveau et il constate qu'elle est de nouveau face aux photos qui sont sur la table et elle est en train de les regarder. Et là, il se passe un truc terrible. La sœur de Sacha, la veille au soir, avait répondu à un appel sur son tel et avant d'aller se coucher, elle l'a oublié sur le canapé sur lequel dort Sacha. Et le téléphone s'est mis à sonner. La personne debout dans le salon qui regarde les photos entend donc la sonnerie du téléphone et d'un coup, elle se met à paniquer et elle regarde dans la direction de Sacha. Et donc il croise le regard de la personne. Et là, ce qu'il voit, c'est trop. Les yeux de la personne en face de lui sont complètement noirs. Sa bouche s'ouvre de façon étrange et d'un coup, cette personne se met à crier «
non. Et après ce cri, la personne court dans le salon vers la porte qui mène au sous-sol. Elle descend et elle continue de crier non, 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 non. Et peu à peu, le calme revient dans la pièce. Il comprend que cette personne ne reviendra pas, que c'était peut-être une alu. Il va attendre comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes par peur que la personne revienne dans le salon et en ait après lui. Mais pour autant, il ose pas crier, il ose pas faire de bruit, il ose pas appeler à l'aide, il est tétanisé. Après un long moment comme ça, le silence est rompu par une porte qui s'ouvre. Il tourne la tête et il aperçoit sa mère. Sa vraie mère. Elle fredonne un air joyeux, elle met en route la machine à café, elle commence à faire des toasts. Très peu de temps après, une autre porte s'ouvre, rapidement Sacha voit sa sœur, cette fois c'est aussi vraiment elle. Évidemment, elle se moque de lui, sa mère lui dit mais t'as pas dormi de la nuit, va donc dans la chambre de ton neveu. Et avant ça, j'aimerais d'ailleurs s'il te plaît que tu ailles chercher la moustiquaire qui est mystérieusement tombée de ma fenêtre cette nuit. Sacha se dirige vers la chambre de son neveu et dans le couloir, il y a plein de photos de famille sur les murs et en les regardant, il voit qu'elles ont toutes changer de place. Il trouve ça super chelou, pour lui c'est clairement une preuve de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a tout de même demandé à sa sœur d'aller checker le sous-sol, d'aller voir s'il y avait rien, ce que sa sœur a fait. Évidemment, il n'y avait rien. Évidemment, ce jour-là, Sacha n'a pas dormi une seule seconde, il était terrorisé, il repensait à ce qu'il venait de vivre, il se disait mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il explique en tout cas qu'il a jamais eu d'explication rationnelle à ça. En premier lieu, on se dit bon bah il a fait une énorme terreur nocturne, il a fait une paralysie du sommeil, mais en même temps, j'ai creusé, je suis tombé sur d'autres histoires très similaires mais qui se passent pas en pleine nuit et qui ont pas lieu quand la personne essaie de s'endormir. Il y a effectivement pas mal de gens qui racontent qu'ils ont croisé à un moment donné une personne avec les yeux tout noirs, avec un regard méchant, et c'était une rencontre un peu anodine où la personne est dans un premier temps est pas méchante et puis il y a un élément où elle se braque et elle a l'air en colère, et il y a pas mal de gens qui ont croisé ce genre de truc, des gens aux yeux noirs. Faites des recherches là-dessus si vous voulez, ça fait très peur, c'est pas du tout rassurant, et pour cette raison on va passer à l'histoire d'après, on va arrêter de parler de celle-ci. Voilà. La prochaine et dernière histoire, c'est celle de Valentine, et c'est un truc qui lui est arrivé quand elle avait 17 ans et qui j'espère ne vous arrivera jamais. À l'époque, Valentine habite dans un campus universitaire en coloc avec deux autres personnes qu'elle appellera dans cette histoire Polly et Alex. Ce jour-là, c'est la fin des cours, elle rentre chez elle, il est 17h30 et en arrivant en bas de son bâtiment, elle voit un mec attendre. C'est une grande résidence, vous vous en doutez, il y a plein de gens qui habitent là, donc elle passe devant lui sans se soucier de lui, elle prend l'ascenseur et elle rentre dans son appartement. Quelques minutes plus tard, ça toque à la porte, devinez qui est là? Le mec qui attendait en bas du bâtiment. Il lui explique que c'est un ami d'Alex qui devait se voir tous les deux, mais qu'Alex est en retard. En lui expliquant ça, il lui parle du stage d'Alex, il lui parle aussi de son emploi du temps, c'est que des infos vraies, et donc Valentine veut pas faire galérer le pote de son coloc, donc elle le fait rentrer. Valentine, elle veut mettre à l'aise le pote de son coloc, donc elle lui prépare un thé, et puis elle commence à discuter avec lui en attendant le retour d'Alex. Et peu à peu, la discussion elle devient un peu dark. C'est-à-dire que le pote d'Alex se met à lui parler de ses tendances suicidaires et surtout du nombre de flingues qu'il a chez lui. Immédiatement, elle trouve ça chelou pour un Français d'avoir des armes chez lui, vu qu'on n'est pas aux États-Unis. Ça se fait pas comme ça d'avoir des armes chez soi. Bref, plus la discussion continue, moins Valentine est à l'aise. À tel point qu'à un moment, elle prend son téléphone et qu'elle envoie discrètement un message à Alex pour lui dire dépêche-toi de rentrer, il y a ton ami qui est là et il me met grave mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, Alex lui répond en lui disant que il a pas d'amis creepy, donc il lui demande de prendre une photo de ce fameux ami pour vérifier qui il est. Valentine prend discrètement en photo le mec, elle l'envoie à Alex et Alex répond juste écoute, je fais au plus vite, j'arrive. Quelques minutes plus tard, Alex est déjà là, il toque, il rentre dans l'appartement, il dit bonjour à son pote, et là, il y a une minute où ça discute pas. Personne ne parle. Et pendant ce long silence gênant, Valentine reçoit un message d'Alex qui lui dit je connais pas ce mec. Ce n'est pas mon ami. Valentine pense qu'Alex lui fait une blague, elle lève la tête, elle le regarde, et en voyant sa tête, elle réalise qu'il blague pas du tout. Il est autant stressé qu'elle. Ils sont donc bloqués dans leur propre appartement avec un inconnu qui semble en savoir beaucoup sur la vie d'Alex alors qu'ils se sont jamais vus. C'est une situation qui est quand même inédite, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment réagir, ils savent pas s'il faut appeler les flics, s'il faut dire au gars de se barrer. Ils adoptent donc naturellement une stratégie qui est celle de faire leur vie dans l'appart en ignorant le mec. De cette manière, ils se disent que le mec va comprendre le message et va naturellement se casser de l'appart. Alex et Valentine se mettent donc à préparer le repas, ils mettent la table, ils se préparent à manger et le mec lui reste sur le canapé à regarder la télé sans poser aucune question, sans même leur adresser la parole. La situation est lunaire. La porte de l'appartement s'ouvre, c'est Polly, la deuxième colocataire de Valentine, qui rentre des cours et qui leur demande qui est le mec dans le canapé dans le salon. Ils prennent le temps quand même de lui expliquer leur stratégie du on vit notre vie jusqu'à ce que le mec se sente mal et se barre de lui-même. Et Polly les suit dans cette stratégie et commence à leur raconter sa journée comme si rien n'était. Faut savoir que Polly ce jour-là n'allait pas spécialement bien. Quand elle leur raconte un peu sa journée, son mood, ses trucs dans la vie, c'est un peu dark, elle dit des trucs pas très agréables à entendre, elle va mal. Et pendant qu'elle leur raconte toutes ces choses, l'inconnu du canapé les rejoint dans la cuisine, il se tape une énorme barre en entendant ce que Polly dit, puis il retourne dans le salon se poser sur le canapé.
C'en est trop pour Alex qui dit à Valentine et Polly de se barrer de l'appart pendant qu'il va gérer ce mec en fait et lui dire de se casser. Valentine et Polly s'exécutent, elles font semblant de rejoindre des amis pour dîner. Alex lui retourne dans le salon, il va donc le voir, il la joue cool, il lui dit écoute frérot viens on se voit demain, moi je vais me coucher, le mieux c'est que tu rentres chez toi. Et l'inconnu lui dit j'attends les filles. Là pour Alex c'est trop, c'est vraiment trop bizarre et donc il monte un peu dans les tours et lui dit écoute mec, maintenant je te le dis, tu rentres chez toi parce que là je vais dormir. Donc c'est pas une question, c'est genre un ordre. Miracle, le mec s'exécute, il sort de l'appartement et descend les escaliers et sur sa route, il croise Valentine et Polly qui sont rentrés un peu plus tôt que prévu à l'appartement et qui surtout s'inquiétaient pour Alex. Et donc en croisant le mec leur fait un grand sourire bien creepy et puis il continue de descendre les marches et il disparaît. Valentine et Polly sont de retour dans l'appart, elles se précipitent vers Alex et lui disent « Alors c'était qui? Comment ça se fait qu'il connaissait ton prénom, qu'il connaissait ton emploi du temps, qu'il avait ton adresse? Enfin c'est qui ce mec ?» Malheureusement, aucun de nos amis n'est capable de répondre à ces questions, personne comprend qui était ce mec et comment il a fait pour avoir toutes ces infos. Et en fait, ils vont juste en tirer une conclusion, c'est bah vas-y maintenant, personne fait rentrer dans le bâtiment quelqu'un qu'il ne connaît pas, même s'il dit que c'est un pote d'un autre machin. Voilà, on la joue safe à 100%, faites gaffe. 2 semaines plus tard, Polly est dans sa chambre et en regardant par sa fenêtre, elle aperçoit une voiture rouge garée sur le parking de la résidence et au volant de cette voiture rouge, vous vous en doutez, c'est ce fameux mec. Polly note immédiatement la plaque de la voiture sur une feuille et rapidement ça toque à la porte et c'est le mec qui est monté. Évidemment elle ouvre pas la porte, elle lui parle à travers la porte et le mec lui ressort le même bullshit que 2 semaines plus tôt. Il lui dit ouais je suis un ami d'Alex, on devait se voir, blablabla. Cette fois Polly s'énerve et lui dit écoute mec si tu t'es pas barré dans 5 minutes j'appelle les flics et on va porter plainte. Et devinez quoi, il a pas insisté, il s'est cassé et elles ne l'ont jamais revu. En revanche, quelques semaines plus tard, Alex a réussi à élucider le mystère. En fait, à l'époque, il avait l'habitude d'aller jouer dans un cybercafé. Et il s'est souvenu 4 semaines plus tard qu'un jour, il a aperçu ce mec dans ce cybercafé. Il l'a aperçu et même plus que ça, Alex était en train de jouer, il tryhardait, et il y a un mec qui s'est assis à côté de lui et qui a commencé à lui parler, et c'était ce mec. Il s'en est souvenu que quelques semaines plus tard. Et donc il pense qu'en fait, le mec a fait un blocage sur lui, que c'était un stalker, et qu'il l'a suivi pendant des jours et des jours, pour connaître les lieux où il allait, ses déplacements, son emploi du temps, et pour pouvoir se rapprocher de lui. En tout cas, en réalisant ça, Alex, Polly et Valentine ont bien évidemment méga badé et ils ont déménagé 2 mois plus tard par sécurité pour à tout prix ne pas recroiser la route de ce mec qui, je vous le rappelle, avait dit à Valentine qu'il a chez lui plein de flingues. C'est bon. Bref, je trouve ça fou la situation dans laquelle ils sont retrouvés à avoir un inconnu chez toi, à pas oser lui dire bah dégage, tu es qui, à subir la situation alors que c'est potentiellement un mec très dangereux. Et c'est terrible parce que c'est souvent une strate des mecs creepy de se faire passer pour un ami d'un ami et du coup bah tu le connais pas mais comme c'est l'ami d'un ami t'as pas envie de le mettre mal donc tu le mets à l'aise, tu le fais rentrer. C'est un truc assez classique de gens polis en fait. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. La première histoire est vraiment de très loin la pire, je trouve, elle est horrible. Je vous rappelle que Blick est disponible partout sur le web et en librairie à partir du 31 mars, pas cette version, c'est la version verte, la version librairie. Je sais que vous avez rien compris à mon explication du début, voilà, je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est 3 histoires d'horreur originales que j'ai écrites avec des amis et qui ont été illustrées par 3 dessinateurs différents. Diane Fayol, Vladimir Rosvac et Julien Lelièvre. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Faites-moi un feedback si vous chopez la BD. Et bientôt, comme j'ai dit, thread d'horreur IRL 2, il est déjà tourné, j'ai hâte de vous le présenter. Merci à vous d'avoir regardé le thread d'horreur. Sachez que Clément m'engueule depuis 2 ans parce que quand je fais ça, mes mains sont hors fond vert. Clément, pardonne-moi. Bref, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt dans d'autres formats, d'autres vidéos, et fiez-vous à votre instinct, n'est-ce pas? Plein de bonnes choses, bisous, les squeezos. Mouah, vous voulez pas venir ça? Ah, attendez. Avant de passer sous ces fameuses lampes rouges, j'aimerais vous parler de ma boule à Z. C'est à cause de vous, c'est bon? C'est entièrement à cause de vous et des dons que vous avez fait aux events. J'ai tenu parole, j'ai tout perdu. Je n'ai même plus de blond. Et je n'ai plus de couverture pour ma calvitie. Faites chier, quoi. Ça gagne du terrain. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps de passer à des histoires que vous adorez. Aujourd'hui, 2 autres histoires trouvées sur Let's Not Meet. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer pas mal de liens de threads qui se passent sur Twitter. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer les mêmes threads pour la raison simple et évidente qu'en fait, ils ont déjà énormément tourné. Donc, du coup, je vais pas faire une vidéo dessus alors qu'ils ont déjà tourné, que vous les avez déjà lus. Même si vous aimez bien quand c'est moi qui raconte et quand vous avez pas à lire, hein, et quand vous avez les petites images d'illustration. Mais voilà, je préfère vous raconter des histoires qui sont un peu scred, qui datent parfois même de plusieurs années, comme l'une de celles que je vais raconter aujourd'hui. Mais au moins, vous découvrez une histoire, vous êtes dedans et vous écoutez pas juste un mec raconter une histoire que vous avez déjà lu. Voilà, c'est un peu chiant ça quand même, on est d'accord. Alors aujourd'hui on est sur 2 histoires et pas 3, mais c'est 2 histoires plutôt longues qui utilisent la même mécanique. J'espère que vous allez pas passer la soirée seule, j'espère que vous avez des voisins autour de chez vous, j'espère que vous regardez pas ça en étant dans votre maison de campagne. Auquel cas, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Bref, commençons pour la première histoire assez badante, celle de Billy. Billy a emménagé il y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie. Quartier en construction, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites mais d'autres qui sont encore en construction. Et parfois, vous savez, les chantiers sont en pause, etc. Donc
bref, il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années, il y a très peu de maisons en fait par rapport à la taille du quartier. Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier avec son chien. Il a un chien qui a son importance dans cette histoire comme à chaque fois. À part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison qui a l'air d'être en fin de construction. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, Billy, personne n'y habite. Donc il est vraiment tout seul. Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy se trouvent des champs avec une grande colline. Et les champs et cette colline appartiennent à l'État. Voilà, donc personne n'est autorisé à construire ici et le terrain est même délimité par de grandes barrières qui font tout le tour. En gros, personne n'a le droit d'aller là. Bref, le contexte est posé. Maintenant, passons aux choses bizarres qui commencent 2 mois après que Billy ait emménagé. Il se réveille un matin sous le son d'un violon. Il n'y a pas spécialement prêté attention au début parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est, il avait enfin des voisins et que, souvenez-vous, la maison en construction en face de chez lui avait peut-être enfin reçu ses habitants. Donc Billy, quasiment sûr de lui, check si c'est le cas. Et en poussant le rideau, qu'est-ce qu'il voit? Personne dans la maison d'en face. Ça ne venait pas du tout de là où il y avait de grandes chances qu'il y ait des gens. Sauf que je vous le rappelle, tout le reste c'est des terrains avec que dalle dessus, donc il est comme un combi. À partir de là, tous les 2 jours, il se passe la même chose. C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon. Et au bout de 45-50 secondes, le son de violon disparaît et Billy se rendort. Bon, déjà, je sais pas comment il a fait pour pas être stressé par ça. Genre vraiment, tu te réveilles à cause du bruit d'un violon. Ça arrive une fois. La deuxième fois, tu te lèves avec une hache dans les mains et tu hurles la chose suivante: qui joue du violon? Bon, rassurez-vous, malgré tout, au bout de plusieurs jours, un matin, Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon et il se dit: bon, vas-y, peut-être je vais check quand même par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Et il voit, en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé, entourée par des champs, une silhouette de quelqu'un avec un violon. On est le matin, très tôt, le soleil est en train de se lever, donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante, mais Billy distingue cette silhouette et surtout, il arrive à distinguer un détail important. La silhouette fait comme une sorte de valse, c'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle tout en jouant du violon. Chacun ses activités et ses passe-temps, moi je vais pas critiquer ça. Billy va ensuite quitter la personne des yeux pour ramasser son petit journal du matin. On parle donc de 10 secondes, mais pendant qu'il regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête. D'accord? En toute logique, notre ami relève la tête pour re-regarder la silhouette qu'il a vue au loin. Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon, ne danse plus et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy. Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes. Et puis, il décide de rentrer dans sa maison et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy. Mais bon, jusque-là, rien de grave, rien de bizarre. Comme j'ai dit, chacun a ses kiffs. S'il y a des mecs qui veulent jouer du violon en dansant au milieu de la nature, bon bah, ainsi soit-il. Tant qu'ils ne réveillent pas à 7h du matin, bordel. Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça qui commencent à arriver autour de la maison de Billy. Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes, mais c'est pas ces empreintes de pas à lui et il les a jamais vues avant. Bon, ça reste juste des empreintes de pas. Tout le monde ici, tout comme Billy, suppose que ça venait probablement de gens qui venaient d'un autre quartier d'habitation, un peu plus loin que celui de Billy, pour X raisons. Mais au truc un peu bizarre, il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui, comme si quelqu'un se baladait dans sa rue. Alors qu'il y a rien dans sa rue, je le rappelle, tout est en construction. Au travail, il a aussi reçu des appels où quand il décrochait, la personne qui a appelé raccrochait immédiatement. Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça mis bout à bout qui sont un peu chelous. Mais Billy il se dit, ça reste des empreintes de pas, il y a des chantiers un peu par ici. Bon voilà, il trouve en tout cas une explication rationnelle à tout ce qu'il voit. Et c'est le réflexe humain, le réflexe que t'as raison d'avoir dans 99% des cas. Mais quand t'es dans 1% des cas comme Billy, il fallait rester en alerte et rester vigilant. Dans sa maison, Billy il a un bureau dans lequel il passe pas mal de temps puisqu'apparemment c'est un gros gamer, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, ce soir-là, il est en train de jouer et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo, situation classique. Et en revenant vers son bureau, il voit par la fenêtre de toutes petites lumières. Il comprend pas ce que c'est, donc il se rapproche de la vitre. Il colle quasiment son nez contre la vitre pour fixer ces deux petites lumières sans comprendre ce que c'est. Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières, il y a des yeux qui sont là à 1 mètre de Billy en train de le fixer à travers sa fenêtre. Et notre ami a tellement eu peur, et c'est la première fois que ça arrive dans un thread, je crois, que je raconte en vidéo, que ses muscles l'ont lâché en fait. Il est tombé par terre après avoir réalisé qu'il y avait un visage, quelqu'un qui l'observait là de l'autre côté de sa vitre. Tu m'as fait peur là-dessus. Et devinez quoi, une fois à terre, Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon. C'est le fameux putain de joueur de violon qui est là à 1 mètre de lui, qu'il a observé et qui s'est mis à jouer du violon après l'avoir vu se chier dessus. Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite, le morceau est de plus en plus fort, il y a le chien de Billy, souvenez-vous, qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe et qui se met à aboyer. Le bruit de violon s'arrête aussitôt et Billy voit à travers sa fenêtre la silhouette se déplacer en direction de sa cour, en direction de là où il y a son chien. Billy reprend le contrôle de son corps parce qu'il a peur pour son chien. Il est inquiet, il a pas envie qu'il arrive un truc à son chien. Billy il sort donc de sa maison pour aller aux côtés de son chien et il essaie de le faire rentrer dans la maison, mais le chien ne bouge pas. Et croyez-moi, quand un chien qui a la corpulence d'un labrador ne veut pas bouger, bah tu ne peux pas le bouger. C'est simple, il reste là. Cette scène elle dure plusieurs dizaines de secondes. D'un côté la silhouette dans l'obscurité quelque part devant eux, de l'autre côté Billy derrière son chien avec ce dernier qui arrête pas d'aboyer. Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner, des bruits de pas qui partent comme ça au loin, mais des bruits de pas en rythme comme quand tu marches, des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse, d'une sorte de valse.
exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline. Son chien a alors arrêté d'aboyer et ils sont rentrés dans la maison. Et à partir de ce jour, Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette, n'a plus jamais entendu un bruit de violon, n'a plus jamais eu quoi que ce soit de bizarre qui lui est arrivé. Dans les 2 années qui ont suivi ces incidents, il y a des gens qui ont commencé à emménager enfin dans le quartier de Billy. Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier et que personne n'a jamais entendu un bruit de violon, on n'a jamais vu quelqu'un de suspect dans le quartier. Donc voilà, ça reste une histoire que lui seul a vécu et aura vécu. Et vous, entendez-vous régulièrement un bruit de violon? Vous devriez peut-être vous inquiéter. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. La deuxième est tout aussi badante et en fait c'est un peu la même mécanique et j'ai été un peu sensible à ces mécaniques là la personne est la seule à vivre le truc relou et horrible et effrayant et du coup les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, peuvent douter de ce qu'elle dit en fait puisqu'elle est la seule à l'avoir vécu. Bref, la deuxième histoire c'est celle de Sabrina. Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle a pas le droit de par son contrat de dire le nom et elle y travaille dans la partie stock livraison. En gros c'est l'arrière-boutique, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre en rayon, donc tu les reçois dans des colis et puis tu comptes le stock, tu comptes le nombre de produits, etc. On est quelques semaines avant Noël et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir plus d'argent pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches. N'est-ce pas une personne fantastique? Sabrina étant en temps partiel, son responsable lui propose plutôt que de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, et tout simplement de la faire travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à midi, elle finira à 19h. Son responsable lui explique même que comme elle a 3 ans d'ancienneté, il lui fait confiance et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est maintenant que l'histoire commence. Il est 20h, tous ses collègues ont terminé le travail, ils partent tous de la boutique et du coup Sabrina ferme derrière eux le devant de la boutique pour que plus personne du grand public ne puisse rentrer faire des achats. La musique du magasin est éteinte, la plupart des lumières aussi, et Sabrina elle est dans la réserve au 2e étage et elle est en train de mettre des cintres en place pour le lendemain réceptionner des colis et mettre les fringues directement sur les cintres parce que comme c'est l'approche de Noël, ils reçoivent beaucoup de stock dans cette période là les magasins, donc elle prépare tout ça. C'est quelqu'un qui travaille bien. Pendant qu'elle met les cintres, elle lève la tête puis elle voit qu'il y a une peluche qui est posée entre 2 bouts de bois devant elle. Bon pour le moment on s'en bat les couilles de ce détail, mais il va servir plus tard à quelque chose. Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes qui est dans la réserve parce que vous connaissez c'est toujours plus cool de taffer en musique. Mais malgré la musique, elle entend un bruit. Bon, ça peut être 1000 choses. Sauf que ce bruit, c'est les stores mécaniques de la zone de chargement qui sont en train de s'ouvrir. Elle panique pas pour le moment et elle descend les escaliers pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure. Sachant que ces putains de stores mécaniques, le seul moyen de les ouvrir, c'est un bouton qui se trouve à l'intérieur. On peut pas les ouvrir de l'extérieur. Et sur le chemin, petite précision, il y a plein de lumières à détecteur de mouvement. Quand tu passes devant le détecteur de mouvement, t'entends une sorte de clic qui vient de la lumière avant qu'elle s'allume. Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure et il y a personne. Le store métallique est complètement fermé et il y a juste Sabrina, seule, qui se dit... Ok, tout va bien. Sauf que, avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure, elle avait coupé la musique de son iPod. Et là, elle réalise que la musique est relâche, sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod. Des bugs, ça arrive, et vous admettrez que la situation est un peu badante. Bref, Sabrina reprend l'escalier, elle remonte au 2e étage du coup pour continuer son travail. Et là, le coup de grâce, elle lève la tête et elle voit que la fameuse peluche a disparu. À partir de ce moment, elle a plus de doute, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle ne sait pas qui, elle ne connaît pas ses intentions, mais elle sait qu'elle est pas seule. Sabrina part alors en courant et se réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là, et plus particulièrement dans l'une des 4 cabines que contiennent les toilettes pour femmes. À partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce, et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution, en fait, à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche, et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait, comme si la personne s'était auto-mutilée. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine, puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet, vous savez, de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par-dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la
la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin, mais son portable, et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qui s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod qu'elle avait pas pris en partant du magasin la veille, et elle voit que la fameuse peluche est de retour entre les deux morceaux de bois du stock. Et depuis ce jour, comme pour notre amie Billy, elle a plus jamais eu aucune news de cette personne. C'était un one shot, c'est tombé sur elle, elle a eu zéro chat. Elle s'en est jamais vraiment complètement remis, elle reste un peu effrayée maintenant le soir quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi. Et surtout, elle se pose la fameuse question, putain mais c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait en fait? Est-ce qu'il venait pour voler des vêtements? Est-ce qu'il venait juste pour trouver un endroit où passer la nuit? Qui était cette personne en fait? Voilà, c'était nos deux histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu, elles étaient très longues mais très sympas. Je pense que je vais me diriger plutôt maintenant vers des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes que des histoires très courtes parce que bah j'ai besoin de ça pour être dedans moi et pour que ça me fasse quelque chose, sinon c'est pas assez contextualisé donc j'arrive pas trop à me mettre à la place de la personne et donc j'ai pas trop peur. Bref, je ne serai jamais vendeur dans un magasin, en tout cas je ferai pas les fermetures. Si YouTube se termine, je ferai pas les fermetures. Et si vous emménagez quelque part, faites en sorte que tout soit bien construit et qu'il y ait des voisins dans le quartier, hein, c'est plus agréable. Je suis chaud pour que l'espace commentaire de cette vidéo, de ce thread là, ce soit des gens qui racontent un peu leurs expériences du genre. Genre si vous étiez seul à la maison et qu'il s'est passé quelque chose, ou alors seul sur votre lieu de travail et qu'il s'est passé quelque chose. Je trouve ça assez intéressant, moi je suis très sensible à cette mécanique. Elle me fait vraiment du mal. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, nouvelle saison de vidéos. L'année dernière, vous avez plus qu'aimé les threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je me disais, oh, ils vont tous m'harceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui, on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction. Tous les threads Twitter qu'on a fait, c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool, mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle, les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal, mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs, mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui, je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là, mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter, c'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, me direz-vous? Bah vous allez voir, ça a son importance. Quelques mois auparavant, il a divorcé avec sa femme, il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va, mais pas John, qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté, qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John, il a une fille qui s'appelle Alice, qui vit avec sa mère, mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi, et ça aussi sera son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir, et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc, donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe, il allume la lumière, et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé, et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt, et elle dit « Regarde ». Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment, il regarde le coin et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars, du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain, il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez, c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà, il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème, il sera là en 1 seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien. Et John pense que tout ça, ça appartient
appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade. Elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs. Je pensais pas dire ça un jour, mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit. Une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc., c'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup, quand ils l'ont grillée et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu ces patrouilles elle les fait pas du tout à 2h du mat, hein, elle les fait le soir bien avant 2h du mat. Enfin bon voilà, une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises mais non t'inquiète tout va bien t'inquiète, sauf qu'il avait raison. Et du coup tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là mais je pense que quand ça t'arrive tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière parce que ça s'est passé dans les bois et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt, en colonie ou juste de par vous-même parce que vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément on a peur, il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper et parfois même on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année ils vont en forêt, ils vont camper parce que depuis qu'ils sont plus à l'université bah ils se voient beaucoup moins mais ça leur manque. Le premier jour tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés parce que c'est meilleur pour la santé et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref tout va bien, y a rien à dire. Le lendemain pareil, toute la journée tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée et là ils font un petit jeu pour s'amuser que je trouve un peu atypique mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres: vous avez entendu? Entendu quoi, John? Car il fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place, il continue à se plaquer, c'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. 10 minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là, Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompettes, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent mais non, c'est toi qui as rigolé. Lui il dit mais non, c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de 4 secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs, ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait, c'est vraiment l'endroit où tu ne vois rien de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom, il prend la putain de hache qu'ils ont, qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre, puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là, ils sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça, où du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si t'entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme c'est pas prévu pour les campeurs, il y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Vous êtes assez oppressé, c'est bon? Moi, c'est bon, je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il était un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé 1 heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. À partir de là, il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. Les personnes ne bougent plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok! Cal se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. À peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture, ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement? Oui!
Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping, où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des Américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il y a pas plus ricain. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi, n'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit-là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait, bah je serais traumatisé à tout jamais. Bon, dernière histoire qui est trop chelou, c'est une mécanique qu'on a jamais vu avant, c'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors, Noah c'est un mec qui a 17 ans, ses parents sont partis en congé pendant un mois et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme, genre après 21h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles et voilà, c'est très posé. Noah son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire et du coup il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noah commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier, ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien, il fait la discuter avec des inconnus, tout se passe bien. Donc il lui dit salut mec, comment ça va? Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation, je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc ah t'habites chez les Miller. Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement pour le moment il y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer Noah. Attends mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer, mais pas Noah, parce qu'en fait il est assez proche des Millers et il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leur cousin de Noah. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur. Et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter et il se met à gueuler. Il lui dit viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Pas tranquille du tout, j'ai refusé 5 fois. Bon là Noah il voit que Xavier est un peu insistant et du coup il décide de prendre la fuite, de lui dire c'est ciao, j'ai des amis qui m'attendent à l'école. Et il trace à son école, il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher et il voit au loin la voiture de Xavier qui est d'ailleurs toute cabossée se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux et au bout d'un petit moment il leur dit au fait j'ai rencontré Xavier. Ce à quoi ils répondent qui est Xavier? Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup bah les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait parce que c'est un gros mytho. À partir de là pendant 2 semaines plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami, il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger, et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte, et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée, et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée, et bref qu'il a merdé. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus, il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez, c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur. C'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même, sauf que la porte est verrouillée, donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte. Et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde? L'enfer. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire ils nous attendent. Ils nous
attendent. Est-ce que ces mots font peur? Oui. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là, on se dit, bon, présence d'un chien, ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper, tout simplement. Pas du tout. Xavier se met à rigoler et il dit, ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah, il reprend ses esprits. Il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone. Il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, bah Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul, il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que bah c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris zéro risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant un mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui? Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires d'horreur. Elles étaient assez longues aujourd'hui, mais en même temps, plus le temps passe, plus les histoires qui m'affectent sont celles qui sont assez longues. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de contexte, et c'est là où je suis dedans, quoi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire, là, bah les gens passent à travers, puis ils chantent des chansons à vos enfants. À bientôt, et comme toujours, passez une douce et agréable nuit. Bonne chance. Ah, vous l'avez tant attendu, celle-là. Allez, on passe sur 3 histoires d'horreur. Ça fait longtemps. Aujourd'hui 3 histoires avec des mécaniques différentes comme d'hab. Et il y en a une d'entre elles particulièrement, la dernière puisque comme ça vous regardez la vidéo jusqu'au bout et je suis bien référencé. Elle est horrible. Genre je me dis ça se trouve ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte. C'est horrible. Mais on commence avec la première qui est l'histoire de Martin. Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle et à quelques mètres de la ruelle il y avait des poubelles et souvent il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors c'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non c'est un one shot. C'est ça qui m'angoisse, c'est que ça peut vraiment nous tomber sur la gueule à tous ceux qui vivent au rez-de-chaussée, pas moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend toquer à sa fenêtre. Horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre, il est dos à celle-ci, il est pas face à celle-ci et ce détail a son importance. Pourquoi? Parce que les stores de Martin étaient usés. Genre il manquait, vous savez c'est des stores bah, exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte, oh là je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte, en gros ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence. Il est trop malin. Déjà il est trop malin, c'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 tocs à sa fenêtre. Après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des tocs. Et à partir de là, Martin il comprend qu'il y a quelqu'un, probablement qu'il regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement si c'était un pote à Martin ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu t'amuses pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment là, Martin a un très bon instinct, il se dit, faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là, je sais pas ce qui va se passer. Donc il ne se retourne pas, il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain, qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Et du coup, lui, il va jouer ce truc-là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre, puisqu'il est hors de la chambre, et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux États-Unis. Et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin, il comprend qu'il y a 2 possibilités. Soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, l'a empêché d'entrer dans l'appart. Et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit: t'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir de sitôt.
La mauvaise nouvelle, c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but. On ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après-midi, Martin a foncé voir la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de... on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toque et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. À l'heure actuelle, Martin a emménagé et il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire. Donc on remercie Mike, on applaudit tous Mike et on espère tous avoir un Mike qui habite au-dessus de chez nous. Ok, voilà. Mise en bouche, elle est pas mal. Ah, j'aime pas ce délire de gens qui te regardent, qui te stalk et qui veut rentrer chez toi là. Putain, c'est horrible. Deuxième histoire qui est différente de celle-ci. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo qui ont des enfants ou des gens qui s'occupent d'enfants dans un centre aéré ou j'en sais rien, vous allez vraiment bader. Même moi qui suis pas très sensible normalement à ça me met mal. C'est l'histoire de Lucie, mère de 2 enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle, qui est venue avec sa fille. Là, on parle pas d'une petite aire de jeu comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse aire de jeu avec un gros parking. À côté, il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie, il y a aussi une autre maman qu'elle a avec ses 2 enfants, qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas, c'est un père de famille qu'elle a avec ses 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre, donc pour le moment aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà, c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'aire de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge-là, pour faire de la balançoire, faut être 2, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils, bah, y a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie, du coup, en tant que maman extraordinaire, se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là, il y a le garçon de 10 ans, qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille, qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot: salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui? Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord, étant donné qu'il a demandé à elle et pas directement à son fils, qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit: vas-y, ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. Il rejoint donc le fils de Lucie et il commence à faire de la balançoire avec lui. Et Lucie retourne se rasseoir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, Lucie, elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer parce qu'elle dit que le gamin, il avait une voix vraiment plate, il souriait pas trop d'intonation. Et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui et passe un bon moment, donc Lucie elle est contente hein. Après plusieurs minutes, Lucie elle retourne sur le banc, donc au milieu des autres parents, et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils. Donc ça y est, ils se mettent enfin à parler, donc elle se dit bon bah ok, c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes. Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie, et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon que son petit garçon lui ait proposé à elle de jouer avec son fils et pas directement à son fils. Sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit c'est pas du tout mon fils. Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes il est venu le voir et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas et que c'est très bizarre comme situation, et elle regarde vers la balançoire et surprise, son fils n'est plus là. Et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible. Lucie se lève, elle confie sa fille à son ami et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt. Sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'aire des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle. Et là, le petit garçon lui attrape le bras et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie, elle explique que son fils, il aime pas du tout être poussé ou attrapé ou tiré. Et que quand ça lui arrive, il se met vraiment en colère et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça parce que en fait, son fils, du coup, s'est vraiment énervé et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des 2 garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie et s'enfuit dans la forêt. Et Lucie peut enfin atteindre son fils et le prendre dans les bras et pleurer ses morts parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'aire de jeu. Les amis de Lucie entre temps ont compris que s'était passé un truc bizarre, etc. Et Lucie demande du coup à son fils: pourquoi tu l'as suivi, pourquoi vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Son fils lui explique alors que l'autre petit garçon voulait l'emmener aller voir Ryan. Ryan, c'est une chaîne YouTube pour enfants où en gros c'est un gosse qui ouvre des jouets qui s'appelle Ryan Toy Reviews. Et c'est apparemment la chaîne YouTube préférée du fils de Lucie et il arrête pas d'en parler. Et du coup, l'autre gamin a utilisé ça pour attirer le fils de Lucie vers la forêt en lui disant: hey, je sais où Ryan habite, viens, on va le voir tous les deux, c'est par là, suis-moi. Vu le jeune âge du coup et la naïveté du fils de Lucie, bah il a dit ok, let's go, vas-y, on va pouvoir jouer avec Ryan, c'est génial, et il l'a suivi. Comme pour la première histoire, ça a fini bien, mais du coup on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces gens en fait. En l'occurrence, ce gamin, on sait pas du tout ce qu'il voulait, on sait pas du tout ce qu'il allait faire, on sait pas du tout si c'était juste un gamin
dérangé, qui agissait seul, ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On sait pas, on a aucune réponse à ces questions-là. Bref, mystère non élucidé, et je pense un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas, ou qui ont des parents qu'elle connaît pas quoi. Bref, ça me... Voilà, moi qui voulais déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurai. Je ne veux pas avoir ces angoisses-là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit, ok? La dernière histoire, mec, elle est horrible parce que je m'identifie pas mal à celle-là, parce que vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Alors, voici l'histoire de Mélanie. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qui ont bougé, genre ah je pensais avoir mis le tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez les fameux étuis à couteaux dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup. Et ben les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing, donc elle a des fringues suspendues et des fois elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça mis bout à bout où en voyant ça elle s'est dit il y a un truc qui cloche qui est pas normal. Mais tu sais t'as pas vraiment de preuves pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet par exemple sa robe dans son dressing ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement ranger sa veste dans son dressing, on le fait complètement par automatisme vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit, pareil, enfin tout ce genre d'actions qu'on fait toute la semaine, tous les jours, on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup tu te souviens même pas de quand tu l'as fait, mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là elle se dit bon bah ça se trouve, c'est moi quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc, je l'ai mis dans le mauvais sens et je m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver et ça m'arrive moi par exemple tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard comme ça, de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle se sent pas bien, qu'elle devient un petit peu parano, les choses ont arrêté de bouger d'un coup. Mais ça c'était 2 semaines avant qu'elle écrive son histoire. Entre temps il s'est passé pas mal de choses. Ça peut vous paraître débile ce qu'elle dit mais moi je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle, son chat il lui miaulait dessus vénère. Un chat c'est vraiment pas con, comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qui était un peu anormal. Et ça attire son attention, elle se dit tiens c'est inhabituel. Les jours passent et un jour Mélanie elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir, son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant hey, ça est sûrement à toi, t'as dû les oublier la dernière fois. Et son petit ami lui dit non, c'est vraiment pas à moi. Badant. À partir de là, Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin, le dernier truc qui a été le déclic où là ils ont décidé d'agir, Mélanie et son copain. Ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain. Après dîner, ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée et en arrivant devant chez elle, elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller et surprise, la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique, sauf que Mélanie explique qu'elle a un toc avec ça. Et moi je connais des gens qui ont le même toc, où en fait à chaque fois qu'elle part de chez elle, elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce toc là, puisqu'elle le fait même avec ses amis. Genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui, elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai toc vénère. Et là le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé, elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà, c'est impossible que ce soit un oubli. Il y a quelqu'un qui est venu chez elle, elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Ils se précipitent alors tous les deux dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là, pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont bougé de place. Et là son mec se met à vérifier les ouvertures, donc les fenêtres, la porte coulissante, tout ça. Et bingo, il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle, qu'elle est pas folle. Bref, quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là, le truc de la porte d'entrée, ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit, elle explique que du coup elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police et elle demande aux gens des conseils en fait, de lui dire putain qu'est-ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui-là j'ai beaucoup lu l'espace commentaire et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure, n'hésite pas, fonce, ça prend une journée et let's go, tu vois, tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie elle est locataire et que pour changer sa serrure elle doit appeler son proprio et que du coup ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée. Et en commentaire il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement pareil, elle était en location, elle était pas propriétaire et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé, elle retrouvait des fringues par terre, elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle le rangeait. Et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu, cette personne là elle sur son bureau range ses papiers d'une manière très précise, c'est un truc qu'elle fait depuis des années, c'est un toc qu'elle a, ça l'aide à se sentir bien, elle le fait tac tac tac. Un jour elle est rentrée, il y avait 2 papiers qui étaient pas au bon endroit et c'est là où elle a vraiment compris, elle s'est dit c'est impossible que ça vienne de moi, il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans, la meuf a installé des caméras
caméras de sécurité chez elle. Et bingo, les jours passent et en fait elle découvre un jour dans les rushs des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle et qui essaie des tenues à elle, qui se maquille avec son make-up, qui utilise ses affaires, etc. Et c'est absolument horrible, horrible. Elle est donc allée voir la police avec ces images, sauf qu'entre temps la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était fait griller et du coup elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer, pour pas qu'elle se retrouve elle dans la merde devant le tribunal, parce que ce qu'elle fait c'est parfaitement illégal et horrible. Voilà, ça me fait bader parce que maintenant quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis, je vais me dire attends mais regarde Mélanie ce qui lui est arrivé, ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi, qui ai dû le mettre ailleurs, mais ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi. Allez, c'est la fin de cette vidéo. 3 histoires d'horreur, j'espère qu'elle vous a plu, ça faisait un petit moment, je les trouve vraiment chouettes ces histoires là. Ne soyez pas parano. Si vous pensez que vos affaires ont bougé quand vous rentrez chez vous, c'est probablement vous en réalité qui les avez mis à un autre endroit et qui êtes convaincu de l'avoir mis à l'endroit habituel. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai raconté ça comme il faut, j'espère que tout est clair. Et n'hésitez pas à débattre sur tout ça dans les commentaires et à pourquoi pas raconter des trucs qui vous sont arrivés dans le même genre. N'inventez rien. Profitons de ces vidéos là pour que l'espace commentaire devienne un espace où tout le monde raconte un peu ses expériences du genre. Voilà, je vous dis à bientôt, voilà, boîte à me, drop the me. Yes. Non, en vrai ça fait longtemps que je suis méchant avec moi-même, ça fait à peu près un mois. Je crois qu'on n'a pas fait de thread d'horreur. La dernière fois on était passé sur le Let's Not Meet sur Reddit. Et mon gars il y a des histoires incroyables. En plus c'est vraiment des gens qui écrivent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui laissez-moi vous raconter 3 histoires vraiment horribles. Pour ceux qui ont vu la vidéo setup vous savez ce qui va se passer. C'est le moment de passer en mode thread horreur. Ça marche bien. La première histoire s'appelle La femme de l'hôtel. Michael et ses collègues étaient en déplacement pour le travail et du coup dormaient dans un hôtel le soir. Mais un jour en rentrant à l'hôtel, Michael il a eu une énorme surprise dans sa chambre. Lui et sa collègue Rebecca marchaient tranquillement dans le couloir de l'hôtel et Michael en ouvrant sa porte, il voit quelqu'un dans sa salle de bain. Alors premier réflexe, on est dans un hôtel, généralement il peut y avoir quelqu'un dans ta chambre quand tu ouvres ta porte de chambre et c'est souvent quelqu'un qui fait le ménage. Sauf que Michael constate que ce que cette femme tient dans ses mains, c'est pas du linge qui traînait ou quoi que ce soit, c'est son sac à dos. Pourquoi quelqu'un qui vient pour faire le ménage aurait dans ses mains ton sac à dos dans ta salle de bain? Par réflexe, il lui dit bonjour et la personne ne répond pas et fait comme s'il n'était pas là. Michael se tourne alors vers sa collègue Rebecca qui était en train d'entrer dans sa chambre, donc la chambre d'en face de celle de Michael, et il lui dit Rebecca, il y a une femme dans ma chambre. À partir de là, faut se dire que Michael il est en état de choc, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui comme il a fait plein de fois dans sa vie dans sa chambre d'hôtel, sauf que là, il y a quelqu'un qui est dans sa salle de bain et il est sûr à 99% que c'est pas du tout quelqu'un qui est là pour faire le ménage. C'est quand même terrifiant comme situation. Il se retourne alors vers la femme qui est dans sa salle de bain et il lui dit qu'est-ce que vous faites avec mes affaires dans vos mains? La femme laisse tomber son sac à dos et sort de la chambre avec son sac à main à elle dans la main et un sac en plastique. Et Michael lui reprend un peu ses esprits, il lui dit il y a quoi dans le sac en plastique? Elle ouvre le sac et montre à Michael et effectivement aucune affaire à Michael dans le sac mais que celle de la femme. Michael toujours en état de choc laisse partir la femme de la chambre et il est complètement sur le cul, il comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Normal. Michael rentre dans sa chambre, il check à gauche à droite voir s'il y a des affaires à lui qui ont été volées, très bon réflexe, et bizarrement tout est là. Son PC, son portable, tous ses appareils électroniques, les trucs qui sont petits et qui valent cher sont toujours en place et ils ont pas été pris par la femme. Il va alors ensuite dans sa salle de bain voir s'il manque des choses parce que c'est là qu'était la femme au moment où il l'a pris en flagrant délit. Problème, Michael a un traitement contre je sais plus quelle maladie, bref il y a des médicaments qu'il doit prendre tous les jours et ils étaient dans sa salle de bain et ils ne sont plus là, elle les a volés. Michael court alors vers la sortie de la chambre pour rattraper la dame, elle est pas dans le couloir, il fait le tour de l'hôtel, il va à la buanderie, il check le hall d'accueil, il check partout, plus aucune trace de cette mystérieuse femme. Il se rend alors avec Rebecca à l'accueil pour témoigner de ce qui vient de se passer et pour appeler les flics pour dire voilà il y avait un intrus dans ma chambre, quelqu'un a essayé de me voler, retrouvez-le, il y a un blême. En attendant que la police arrive, il retourne dans sa chambre avec Rebecca pour continuer sa petite enquête à lui et voir s'il lui manque des affaires ou pas. Et il remarque qu'il y a sur son lit une batte de baseball en métal. Et il y a une lampe de poche qui est accrochée à l'extrémité de la batte. Quel est cet accessoire étrange? Pourquoi un combo si bizarre? À part peut-être taper des gens dans l'obscurité? Rien de rassurant en tout cas, rien du tout de rassurant. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux, ils se rendent dans la chambre de Michael et ils prennent sa déclaration et celle aussi de Rebecca qui a été témoin de tout ça. Michael remarque alors un truc très étrange, c'est que dans l'évier de sa salle de bain, il y a des morceaux de cloison sèches. Peut-être que c'est des morceaux du plafond qui sont tombés parce que l'hôtel est un peu vieux, mais bon, au plafond il n'y a pas de traces d'usure donc a priori c'est pas ça. Les policiers et Michael vont plutôt essayer de trouver le chemin par lequel elle est arrivée dans la chambre. Est-ce que c'est une fenêtre qui a été cassée? Est-ce que c'est une porte qui a été enfoncée? Est-ce qu'elle était cachée sous le lit sans qu'ils s'en rendent compte depuis un moment? Eh ben que dalle, la porte est dans un état nickel, les fenêtres pareil, on sait pas comment elle est arrivée là. Ils vont alors demander à l'accueil de l'hôtel si c'est pas possible qu'elle ait trouvé ou gardé une carte plus vieille de la chambre et que la carte marche toujours parce que l'hôtel est oublié de la désactiver ou un truc à la con comme ça. L'hôtel est formel, non, c'est
impossible. L'officier présent sur les lieux va appeler 2 autres officiers en renfort pour essayer de retrouver la femme, peut-être qu'elle est encore dans les parages, mais ça donne rien, que dalle, donc ils ont juste pris la déclaration de Michael et ils sont partis. Michael va alors se poser sur son lit et passer des coups de fil pour raconter ce qui s'est passé. Il vient de vivre un truc très choquant et il repense à cette histoire de morceaux de cloison sèche dans l'évier et il se dit putain mais il y a un truc qui va pas avec ça, c'est bizarre. Il a le flair, il est meilleur inspecteur que nous, n'ayez pas le somme. Il retourne dans la salle de bain, regarde les morceaux de cloison sèche, lève la tête, regarde le miroir qui est en face de lui et d'un coup, boum, Eureka. Il décroche le miroir du mur et derrière le miroir se trouve un trou. Voilà, c'est la photo, la seule photo qu'il y a dans le thread de Michael, c'est celle-là. Et mon gars, ça fait froid dans le dos. Le trou, il fait pile la taille pour que quelqu'un s'y glisse, quoi. Les policiers étaient encore sur le parking de l'hôtel. Michael, il va les chercher. Il leur dit, écoutez, je crois que je viens de trouver un bail là, c'est indécent, venez voir vite. Les policiers montent, ils inspectent dans le trou et ils y trouvent un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, une brosse à dents. La mystérieuse femme que Michael avait vue dans sa salle de bain vivait en fait de l'autre côté du mur, dans ce putain de trou. Il y avait en fait un espace entre le mur de la salle de bain de Michael et le mur de la chambre voisine. Un espace que Michael décrit comme faisant environ 2 pieds, donc un espace d'environ 60 cm, donc pas très large, mais suffisant pour que quelqu'un s'y glisse et dorme là. Et ait accès à une chambre d'hôtel quand la personne qui a loué la chambre d'hôtel n'est pas dans la chambre d'hôtel. Michael explique ensuite que ce qui est ouf, c'est que ça devait faire un bon moment qu'elle était là, parce qu'il avait déjà été en déplacement à cet endroit-là et il avait déjà dormi dans cette chambre d'hôtel plusieurs mois avant. Et il avait senti une odeur de cigarette dans sa chambre, mais il avait pensé, comme tout le monde, que c'était peut-être dans une autre chambre que quelqu'un fumait dans la salle de bain et que la fumée était arrivée dans sa salle de bain à lui par les aérations, vous savez, tout est un peu relié. Mais non mec, il y a juste une meuf qui fumait de l'autre côté de ton miroir, dans ton mur, tranquille. Et quand tu partais, elle sortait du mur et elle allait faire une petite sieste dans ton lit à toi, bien plus confortable que le sien. Et elle prenait des choses dans ton minibar, peut-être même, qui sait. Mec, c'est horrible, c'est tellement badant. En fait, ce qui est horrible, c'est de se dire putain, il y a quelqu'un qui était là depuis tout ce temps, tout près de moi, vraiment dans mon espace intime, et j'ai rien vu. Hop là, plein de gens qui auront peur de dormir à l'hôtel prochainement, moi y compris. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire, qui est tout aussi badante, même plus badante encore, je trouve, c'est la pire situation. Mais elle est différente, c'est pas la même mécanique. Ah, on varie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucie et Maxime, qui étaient au supermarché avec leur enfant, et tout est parti en couille. Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter, à crier dans tous les sens, à pleurer, pour le plus grand plaisir des gens qui font leurs courses. Non, en vrai, le pire, c'est dans un avion. En vrai, au supermarché, on s'en fout. Dans l'avion, c'est un peu dur, mais on a tous été comme ça, alors on peut rien y faire. C'est faux, jetez-les par le hublot. C'est horrible ce que je dis. Tout a commencé par un petit caprice du bébé. Bon, vous savez, c'est un bébé, il a ses petites phases. Et donc, Maxime, le père, l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses. Oh, Maxime, il respecte bien les gens. Hein. Lui, l'individualisme, il connaît pas. Lui, c'est le monsieur parfait. Moi, le bébé, il pleure, je regarde les autres et je leur dis chais. C'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant. Chais. Après, j'ai une mentalité de merde. Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire un petit tour. C'est ce qui endort beaucoup les bébés. Moi-même, je crois, quand j'étais petit, ma mère faisait ça pour m'endormir. Voilà. Il en avait que pour 10 minutes. Donc, Lucie est restée dans le magasin et a continué de faire les courses. Mais elle voyait ce qui se passait sur le parking. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le parking? Très badant. Une femme marche vers Maxime qui se tient bien droite dans la trentaine, taille moyenne, bref, rien d'affolant en apparence, tout l'inverse. Elle te met complètement en confiance. Précision importante, Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc. Ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non, ça va pas être possible de jouer avec lui, mais la femme s'approche avec une démarche déterminée et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va. What? Maxime reste sous le choc. Il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient vraiment en plein jour de prendre mon bébé au calme? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur. Mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé. Et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper. Sauf que le porte-bébé étant devant elle, il est juste à portée de ses bras, donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit: aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé. Appelez le 911. Non! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre. Sauf que là c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible. Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main, qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé. Et à côté de ça ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool. C'est Lucie qui le dit, c'est pas moi. N'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Michael et ils le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible. C'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que
c'est toi, c'est horrible. Les gens conseillent à la femme qui a volé le bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Michael sans punition. Et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver, et elle dit non non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi, merci. Michael la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde, finalement la voiture complètement cliché du kidnappeur d'enfant, vraiment c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Michael au sol, bloqué comme ça, il peut pas bouger. Il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne le croit. Voyant Michael s'agiter, l'un des hommes qui le tient lui met 2 énormes coups de pied dans les côtes et ça va fêler 2 côtes à Michael qui est en train de se faire voler son bébé, se retrouve en plus avec des côtes pétées, c'est cool, nickel. En sortant du magasin, Lucie elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire racketter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher, et en tournant la tête elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du rackettage de Michael. Le quiproquo de l'enfer. Lucie ne trouve pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin, alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Michael et elle leur dit prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-le, en dehors de ça foutez-lui la paix. Et là l'un des mecs qui tenait Michael lui dit madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. Lucie elle se dit alors pourquoi les mecs qui rackettent mon mari auraient appelé la police, ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors, elle leur dit mais pourquoi la police, qu'est-ce qu'il a fait exactement, je comprends pas. Et les mecs qui tiennent Michael au sol lui répondent il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. Et d'un coup elle comprend que son mari s'est en fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens l'ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vue juste avant et qui portait le porte-bébé et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle, elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation, le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible. Et à cause de ce truc-là, ce couple-là, ce jour-là, a failli se faire kidnapper leur bébé quand même. C'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible. Et bon, ils s'en sont remis depuis, mais c'était très traumatisant. Lucie explique ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs 3 autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Voilà. Morale de l'histoire, il n'y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde et voilà. Bref, plein de bisous à Lucie et Michael qui ont vécu un enfer même s'ils sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, 3e et dernière histoire qui est bien plus courte mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qu'il vit avec 4 colocs mais que cette histoire s'est passée pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne, tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché sur l'encadrement de sa porte. Les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis, il reçoit la petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a volé. Il est un peu deg mais d'un autre côté il est pas surpris, il se dit bah oui c'est évident qu'un objet cool comme ça juste scotché à ma paroi, bah si un mec veut le voler il peut très facilement le faire. Il explique ensuite au moment où il raconte cette histoire que la veille au soir quelqu'un a sonné sur cette fameuse sonnette. Même si je le rappelle elle n'est plus devant sa porte, elle est toujours connectée à son téléphone. Il ouvre l'application et là la vidéo apparaît et c'est sa maison qu'on voit. Le mec qui avait volé la sonnette était là, juste devant la maison d'Alex, et filmait la maison d'Alex avec la sonnette d'Alex. Tout va bien. Alex, il panique un peu, surtout qu'il explique que c'est un quartier où il se passe pas mal de trucs pas cool, et que lui-même il s'est fait voler et agresser une fois. Et d'un coup, l'image dans l'application redevient noire, comme si le voleur de la sonnette venait de la remettre dans sa poche. Alex se précipite vers sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un devant chez lui, sauf que personne n'était là. Le mec a probablement eu le temps de se barrer entre-temps, mais juste... c'est horrible, un mec te vole ton truc et des jours plus tard il filme ton chez toi avec ce truc. C'est pas le début d'un film d'horreur, c'est horrible. N'achetez pas de sonnette, c'est bien de toquer, regardez ça marche bien. Oui, à quelqu'un. Les amis, c'est la fin de cette vidéo thread. Du coup, on peut repasser sur des belles lumières lumineuses, voilà. Ah, vous savez quoi, je commence un peu à me chier dessus parce que là, mine de rien, il est 20h passé. J'ai mis toutes mes lampes connectées en rouge, je suis dans le noir, je me chie un peu dessus. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. J'essaie comme d'habitude à chaque fois de trouver des mécaniques différentes, que ce soit pas toujours la même mécanique qui fait peur. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vérifier derrière le miroir. Quand vous venez d'arriver dans une chambre d'hôtel, je vous jure, il y aura pas de trou, il y aura pas de personne dans le mur. Sauf si vous tombez sur la chambre d'hôtel que ce mec avait loué. Je ne dirai pas quel hôtel c'est ni où il est. C'est le hasard. C'est fou, je me répète, mais c'est fou comme là il s'agit pas de trucs paranormal, de fantômes ou quoi, c'est juste des gens qui sont fêlés quoi. Et ça peut tellement nous tomber tous dessus, c'est super badant. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est bon, vous allez mal dormir pendant une semaine, puis ensuite il y aura de nouveau 3 semaines, vous allez bien dodo avant la prochaine vidéo sur des threads d'horreur. Je vous laisse sur une obscurité avec une touche de rouge. Et bonne nuit hein. Allez.